pouvoir perpétrer leurs actes en n'ayant aucune inquiétude. Donc voilà deux éléments. Ce qui manque peut-être dans ces définitions, c'est le point de vue de ceux qui en souffrent de l'impunité, puisque on ne voit pas trace dans ces définitions de l'idée qu'il y a les personnes en situation d'impunité vont souffrir de ce savoir, de cette connaissance que jamais, ou pas tout de suite, elles auront une sanction, une reconnaissance de leur statut, une reconnaissance de leurs droits bafoués, et puis surtout la possibilité de voir une justice s'installer, une réparation s'installer à leur égard. Donc, ne pas risquer d'être puni, parce que c'est ça le cœur évidemment de l'impunité, c'est le principe même de ce qu'on pourrait appeler la non-responsabilité, pas l'irresponsabilité, parce qu'en droit pénal, l'irresponsabilité renvoie à des situations où la personne, on va reconnaître qu'elle n'était pas en situation de se voir imputer une responsabilité, donc c'est consciemment qu'on lui impose, enfin qu'on lui impute une non-responsabilité, mais la non-responsabilité, c'est vraiment le fait de ne pas avoir à se soumettre son choix, son action, à une référence en vertu de laquelle on va pouvoir, ou à l'égard de laquelle, ou par rapport à laquelle on va pouvoir vérifier, analyser le caractère correct, valable, acceptable de l'action en cause ou de l'inaction. Et traduit en termes juridiques, être responsable, c'est bien soumettre son action, son pouvoir à une norme supérieure en vertu de laquelle eh bien, on va pouvoir vérifier si cette action, cette inaction est légale d'un point de vue juridique, est acceptable, et cette norme supérieure, elle-même découle d'une norme encore plus supérieure, et ainsi de suite, on remonte dans cette hiérarchie, dans cette échelle des normes, jusqu'à ce que, pour ma part, et en matière de droits humains, je vais considérer comme la norme vraiment totalement supérieure, qui est cette vision affirmée par les États dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans ce préambule, et j'invite vraiment tout le monde à relire aussi souvent que possible ce préambule, puisqu'il décrit parfaitement la vision d'un monde où la dignité est au cœur des préoccupations des individus, mais surtout des États. Et donc on a vraiment un couple entre responsabilité et prééminence du droit et de la norme de droit, et ça permet d'arriver à cette notion de l'état de droit. On entend souvent parler, notamment aujourd'hui en France, de la question de l'état de droit. Donc l'impunité, c'est vraiment un vide de droit. C'est l'impossibilité d'évaluer une action par rapport au droit, c'est l'impossibilité de faire appel au droit pour évaluer une action, pour revendiquer soi-même son propre droit, pour protéger sa propre dignité. Donc on pourrait dire que l'impunité est une faille dans l'état de droit, une sorte de fissure dans un édifice qui va non seulement avoir pour conséquence de laisser effectivement impuni, non réparé, un préjudice causé, mais la notion de fissure est intéressante parce que cet état de droit pensé comme un édifice, il va être fragilisé par la moindre fissure, c'est-à-dire le moindre refus ou déni de droit qui va l'impacter. Et il va être fragilisé parce que si une impunité a lieu à un moment donné, si un acte demeure impuni, qu'est-ce qui nous empêche de penser, nous dispense de penser que d'autres actes dans d'autres domaines, soit domaines similaires, soit d'autres domaines, vont eux aussi à leur tour rester impunis. Et c'est toute la question de la confiance dans les institutions et dans l'état de droit qui sont mis en cause et questionnés. Et je pense qu'on expérimente lorsque l'on est indigné par une situation sur l'environnement, sur les questions migratoires ou en Israël, territoire occupé, mais dans bien d'autres situations dans le monde, lorsqu'on a une indignation par rapport à une injustice, je pense qu'on peut aussi considérer qu'il s'agit en fait d'une perte de confiance, notre confiance spontanée que nous aurions dans des institutions qui protègent le droit, et à ce moment-là un peu ébranlée. Et je pense que c'est aussi l'ouverture sur et si cela se généralisait, et si cela devenait la norme. Donc naturellement, si on s'intéresse à l'impunité, à la lutte contre l'impunité, le contraire justement de l'impunité, c'est la lutte contre l'impunité. Alors c'est intéressant parce qu'on lutte contre quelque chose, contre un vide, donc on pourrait le transformer positivement en disant c'est un combat pour la responsabilité. Ce qui d'ailleurs serait peut-être plus intéressant souvent de dire exactement ce que l'on poursuit plutôt que ce que l'on ne veut pas. Le combat pour la responsabilité, c'est une responsabilité, donc vous l'avez compris, qui va réparer le préjudice, qui va être donc réactive, en réaction à une situation. C'est une responsabilité aussi qui est censée dissuader. Là, en sortant des exemples qui vont jalonner toute notre journée, juste prendre celui des crimes de guerre qui ont été introduits dans la première partie du siècle dernier. Ces crimes de guerre avaient pour vocation, bien sûr, à rendre responsables les personnes qui les commettaient, mais surtout dans l'idée des rédacteurs des différentes conventions de droit international humanitaire, par exemple,
c'était surtout dissuader, en fait, c'était empêcher, faire en sorte que l'inscription dans un texte formel et faisant autorité et pouvant éventuellement conduire à une sanction devait conduire les troupes ou les généraux ou les responsables à éviter la commission, en tout cas dissuader la commission de tels crimes. Donc c'est important aussi, ça va de pair avec la confiance. Si le système de droit est pensé de façon à empêcher, prévenir des atteintes, c'est aussi un gage de confiance pour ceux qui croient qu'ils font confiance et qui vivent dans cet état de droit. Donc la lutte contre l'impunité, c'est vraiment l'idée, notre travail, le travail de cette lutte contre l'impunité, c'est de remettre du droit dans les affaires, mais pas n'importe quel droit, parce qu'on peut parler de droit un peu formel. Non, là il s'agit vraiment de droit effectif, c'est-à-dire qui suppose toute une série de conditions et de critères, et parfois très matériels, qui peuvent effectivement être de l'ordre économique ou de l'ordre de l'accessibilité numérique, ça a été évoqué par Delphine tout à l'heure, ce droit effectif, pour pas, comme le dit la Cour européenne des droits de l'homme, qu'il soit juste théorique ou illusoire, c'est-à-dire inscrit dans un texte, mais en pratique absolument pas invocable, absolument pas manipulable, et derrière lequel on ne puisse pas vraiment se protéger. Donc voilà pour cette introduction sur le sens. Sur les acteurs, c'est intéressant aussi de les positionner. On a évidemment les auteurs des actes d'impunité, les victimes, et puis ce que j'appellerais le collectif d'individus qui est concerné par ces questions. C'est un peu flou, mais je vais essayer de le préciser rapidement. S'agissant des auteurs d'impunité, en tout cas des acteurs plus exactement, je mettrais d'abord en premier lieu l'État, évidemment, parce qu'en droit international, jusqu'à présent, et peut-être qu'on peut le déplorer, mais le principal sujet de droit en droit international, c'est bien évidemment l'État. L'État qui est débiteur d'obligation de protéger, débiteur d'obligation de s'abstenir de porter atteinte aux droits des individus. Donc l'État qui est garant. Alors évidemment, l'État en matière d'impunité peut être à l'origine directe des situations d'impunité. Je rentrerai dans le détail tout à l'heure en montrant aussi que l'État peut être aussi en situation passive ou pas suffisamment active sans qu'il soit directement impliqué dans cette action. On peut questionner à ce stade-là sur les acteurs la place des entreprises. Je ne crois pas que ce sera évoqué, ou en tout cas incidemment au cours de cette journée, mais les entreprises qui ne sont pas des sujets de droit international, les compagnies multinationales qui ont été évoquées juste dans l'introduction, puissantes financièrement et politiquement, on le sait, pèsent dans un certain nombre de décisions des États, parfois ont même plus de poids que certains États. Elles ne sont pas sujets de droit et pourtant elles peuvent provoquer, générer ou encourager effectivement des situations d'impunité par leur pratique ou leur influence. Et puis bien sûr les victimes, où là c'est très simple, des individus, des groupes d'individus confrontés à leur État, à des États, pas forcément le leur, confrontés encore une fois à des entreprises, et au soutien de ces victimes, la société civile diverse dans sa diversité, dans sa pluralité, composée d'individus pour qui compte la confiance dans les institutions, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, la confiance dans le respect de la dignité humaine, l'intérêt de protéger la dignité humaine et les droits humains, et en même temps la confiance dans les institutions ou la nécessité d'avoir des institutions fortes qui servent les intérêts de protection de la dignité humaine ou des droits humains. Sur la question du comment, qui va être celle qui va retenir dans le temps qui me reste le plus mon attention, c'est les causes de ce que j'ai nommé les causes de l'impunité. Et alors, en très bon, ou en bon juriste plutôt, j'ai opéré quelques classifications pour essayer de donner un aperçu donner différents angles à cette question de l'impunité, des facteurs qui la provoquent ou la font perdurer. Alors, j'en ai retenu deux principales. La première consisterait à classer les cas d'impunité en fonction du rapport entretenu entre l'État, qui est garant de l'état de droit, et la situation d'impunité. Ça, c'est la première classification. Et la seconde, ce serait de s'intéresser aux facteurs qui sont à l'origine de l'existence de la permanence de l'impunité, mais cette fois-ci du point de vue de la règle de droit. Puisque dans une classification qui se recoupe, elle ne s'exclut pas, on pourra faire un mélange, et j'espère que les illustrations que je donnerai ou le détail permettra tout au long de la journée de raccrocher les propos à ces tentatives d'organisation de l'impunité. L'État dans un premier temps, parce qu'il est encore une fois garant de cet état de droit, et puis la règle juridique, parce que c'est bien elle
qui est mise en question et qui est débattue lorsqu'il s'agit d'impunité. Alors, sur le premier point, le rapport entre l'État garant de l'État de droit et les situations d'impunité, j'ai identifié trois sous-parties. La première, c'est le cas où l'impunité va être subie. Alors c'est un cas très spécifique, c'est dans le cas dans lequel un État est absent ou est totalement défaillant ou beaucoup trop faible pour assurer le respect du droit. Donc, de facto, en fait, l'impunité s'installe parce qu'il n'y a pas de structure suffisante. Donc, on a quelques illustrations peut-être en tête, à une certaine époque, peut-être encore aujourd'hui dans certaines parties du territoire somalien, Soudan du Sud aussi à un certain moment. Voilà, on a des cas où l'État n'est plus du tout suffisamment outillé pour